Et maintenant, vous m'entendez? Donc, j'éteins le téléphone et je vais voir. Très bien. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va voir aujourd'hui un cas clinique. Vous pouvez poser des questions donc, au fur et à mesure qu'on progresse. Donc, c'est ce qu'on appelle cas clinique progressif déjà. Donc, les questions vont se succéder. Voilà l'énoncé du cas qui est adressé au pavillon des urgences pour une dyspnée d'aggravation progressive ainsi que pour l'apparition d'œdème des membres inférieurs et une prise de poids récente de 4 kg. Le patient a un tabagisme estimé à 30 paquets années, non sévré. Il prend occasionnellement un anti-inflammatoire non stéroïdien pour des lombalgies chroniques. Il vous déclare une consommation de 2 verres de vin par repas depuis l'âge de 18 ans. À l'examen clinique, donc la pression artérielle est à 110-67 mm de mercure, la fréquence respiratoire à 17 cycles par minute, la saturation en air ambiant est à 89%, le choc de pointe est étalé et le bruit du cœur sont assourdis, mais régulier, avec un souffle en jet de vapeur holosystolique de pointe coté à 2/6. L'auscultation pulmonaire retrouve des râles crépitants bilatéraux remontant jusqu'au tiers inférieur des deux champs pulmonaires. Il existe une urgence jugulaire avec reflux hépatogégulaire. Donc la première question, quel est le diagnostic à poser en priorité devant ce tableau clinique? Donc vous devez participer. Je sais pas, normalement il faut lever la main pour participer, mais j'ai pas l'option pour donner la main à quelqu'un, à un de vous. Allô? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur. Donc, un de vous répond à la première question. Quel est le diagnostic à poser en priorité devant ce tableau clinique? Et bien sûr, il faut argumenter. Les autres peuvent participer. Ils ont leur micro allumé. Oui, professeur, oui. Voilà. Je ne sais pas comment communiquer avec vous parce que j'ai pas sur l'écran aucun. C'est pas comme le Zoom. Le Zoom, je peux voir les réponses des gens. Mais ici, je n'arrive pas à avoir l'accès aux participants. Je ne sais pas. Un de vous répond pour que je puisse progresser. C'est une décompensation cardiaque globale. Donc, sur quel critère vous dites ça? La droite, c'est urgence des jugulaires. Vas-y, il n'y a pas que ça. C'est une insuffisance cardiaque globale, signe d'insuffisance gauche et droite en même temps. Quelles sont les signations cardiaques gauche? La dyspnée, l'OAP, la dyspnée, les râles crépitants. Donc, c'est pas l'OAP, c'est des râles crépitants, ce sont des signes d'insuffisance cardiaque gauche. Les râles crépitants, quand ils sont au bas ou au tiers inférieur, voire jusqu'à la moitié, on parle d'insuffisance cardiaque, ventriculaire gauche ou cardiaque gauche en fonction du contexte. Mais l'OAP, c'est les râles crépitants jusqu'au sommet, c'est l'orthopnée, donc on n'est pas à ce stade. D'accord? Donc, c'est un patient, bien sûr, qui a des signes d'insuffisance cardiaque gauche et droite. Donc, la dyspnée, c'est un signe d'insuffisance cardiaque gauche. Et la désaturation également. Vous avez les signes droits, les œdèmes, l'interruption des spontanés jugulaires. Donc, c'est une insuffisance cardiaque globale. Voilà, donc la réponse qu'il faut donner. Et pour donc justifier, voilà en rouge, la dyspnée, qui est d'aggravation progressive. Donc, ce n'est pas un tableau aigu, c'est un tableau chronique qui s'est installé sur quelques semaines, voire quelques mois. On n'a pas précisé, mais l'essentiel, ils ont dit d'aggravation progressive. Donc, les œdèmes, la prise de poids récente de 4 kg, donc, qui est en rapport avec la rétention hydrosodée, donc elle accompagne l'apparition des œdèmes. Donc, vous avez également le choc de pointe qui est étalé,
d'accord, les bruits du cœur assourdis qui peuvent être un signe d'insuffisance cardiaque, comme peut-être en rapport avec un épanchement, etc. Là, vous avez également donc les râles crépitants et la turbulence spontanée des jugulaires. Très bien. Donc on passe à la deuxième question. Pardon, avant de passer à la deuxième question, donc je vous fais donc un petit schéma des signes d'insuffisance cardiaque, donc gauche et droite, qui apparaissent sur ce schéma. Et il faut savoir que l'insuffisance cardiaque est un syndrome clinique, c'est-à-dire la définition TAO. Il faut rechercher donc les signes en faveur. Donc c'est un syndrome clinique qui associe quoi? Des symptômes, plus ou moins des signes typiques d'insuffisance cardiaque. On va voir après c'est quoi les symptômes et les signes typiques. On peut avoir des signes atypiques mais suggestifs, mais il y a des symptômes, des signes typiques, avec anomalie cardiaque. Donc, quand on va progresser dans le diagnostic, on va avoir l'anomalie cardiaque. Parce que des signes d'insuffisance cardiaque peuvent être communs avec plusieurs autres pathologies. Donc, la condition pour parler d'insuffisance cardiaque, il faut avoir donc une anomalie structurelle ou fonctionnelle qui entraîne donc la réduction du débit cardiaque et l'augmentation des pressions de remplissage. C'est ça qui expose le patient à des signes de bas débit, à des signes de DVG, d'insuffisance cardiaque droite. Et voilà les symptômes qui peuvent donc suggérer qu'il s'agit d'un tableau d'insuffisance cardiaque. Donc, comme je vous ai dit, il y a des symptômes typiques et moins typiques. Il y a des signes, c'est-à-dire des signes cliniques, c'est-à-dire l'examen physique, qui est également spécifique, et d'autres qui sont moins spécifiques. Donc, vous devez retenir ça parce que les critères de diagnostic se basent sur ce tableau. Donc, les symptômes typiques, c'est la dyspnée. D'accord, donc avec une sensibilité de 66% et une spécificité de 52%, donc c'est pas typiquement que cardiaque, donc ça peut être en rapport avec un problème pulmonaire, une anémie, donc mais quand même, il est considéré donc comme un signe d'insuffisance cardiaque. Vous avez l'orthopnée qui n'est pas également sensible, mais elle est spécifique elle est plus spécifique d'une atteinte cardiaque. Donc l'orthopnée, c'est quoi? C'est la dyspnée au décubitus. Donc le patient vous rapporte la notion quand il s'allonge quand il va s'endormir, donc il n'arrive pas à maintenir la position couchée, il doit se relever. Il doit se relever en position assise, voire demi-assise, pour pouvoir respirer bien. Donc c'est ça un signe qui est vraiment très spécifique de l'atteinte cardiaque. Ça peut se voir dans certaines pathologies comme un épanchement de grande abondance, etc., mais il est vraiment spécifique d'une insuffisance cardiaque quand il y a d'autres signes. Également, donc, vous avez la dyspnée nocturne paroxystique. Paroxystique, ça veut dire quoi? Les sub-OAP, ce qu'on appelle les sub-OAP. Donc, le patient, il est gêné de façon paroxystique en rapport avec donc, le décubitus, des troubles de rythme, des tachycardies. Donc, tout ça, ça évolue par paroxysme. Vous avez l'intolérance à l'effort, donc la dyspnée d'effort. Et vous avez les œdèmes du membre inférieur. Les moins typiques, donc la toux nocturne, les sibilants, parce qu'on peut avoir l'asthme cardiaque, c'est-à-dire l'asthme cardiaque, c'est une congestion pulmonaire en rapport avec donc l'insuffisance cardiaque et non pas en rapport avec un asthme vrai. Les napitances, donc ce qu'on appelle l'anorexie, la confusion, les signes de la dépression, les signes de bas débit cérébral, donc confusion, dépression, peuvent être en rapport avec un bas débit cérébral, en rapport avec l'insuffisance cardiaque. Les palpitations, vertiges, on peut aller jusqu'au syncope. D'accord? Pour les signes, c'est-à-dire à l'examen physique, donc tout ce qui est spécifique, c'est la turgescence spontanée des jugulaires, le reflux hépato-jugulaire et les bruits de galop. Donc, vous entendez un bruit de galop, donc c'est en faveur de l'insuffisance cardiaque. Moins spécifique, donc tout ce qui est prise de poids, donc c'est en faveur, mais c'est pas suffisant pour trancher parce que ça peut accompagner par exemple une insuffisance rénale, un syndrome néphrotique, une hypoalbe, donc tout ce qui est œdème, donc ça peut être commun en rapport avec plusieurs pathologies. Par contre, également la perte de poids, ça peut se voir dans les insuffisance cardiaques avancées. On peut aller jusqu'à la cachexie. On peut entendre un souffle qui peut être donc un signe d'insuffisance cardiaque, comme il peut être présent sans rapport avec l'insuffisance cardiaque. Donc, tout ça, donc, ce sont des signes qui sont moins spécifiques, mais il faut les retenir pour le diagnostic. Et l'algorithme diagnostique recommandé, c'est-à-dire que vous devez donc avoir en tête pour diagnostiquer une insuffisance cardiaque, c'est comme ça. Donc, il faut apprécier la probabilité d'insuffisance cardiaque sur les antécédents du patient. Donc, les facteurs de risque, antécédents d'HTA, antécédents d'exposition à des substances cardiotoxiques, par exemple médicaments, chimiothérapie, radiation, le fait qu'il utilise des diurétiques, donc ça rentre dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, et surtout l'orthopnée. L'examen clinique, donc à la recherche des signes spécifiques et moins spécifiques, et le CG, donc toute anomalie, elle est là pour attester l'atteinte cardiaque. Un ECG normal, il n'élimine pas, mais fort probablement, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque. D'accord? Donc, vous avez les critères. Donc, si vous avez au moins un critère et plus, c'est-à-dire n'importe quel critère, avec donc un tableau suggestif, donc vous devez
aller vers ce dosage. Donc, le peptide natriurétique, il est là pour attester l'atteinte cardiaque. Donc, si on peut se permettre de faire ce dosage, donc il va nous orienter. Il a une valeur diagnostique, valeur, comment dire, prédictive négative. C'est-à-dire, s'il est négatif, il élimine l'atteinte cardiaque. C'est-à-dire, tous les symptômes présentés par le patient ne rentrent pas dans le contexte cardiaque. Si par contre, il est positif, il nous oriente parce qu'il peut être malheureusement positif dans plusieurs autres pathologies. Donc, s'il est négatif, c'est bon, donc il élimine l'atteinte cardiaque, mais s'il est positif, donc il faut aller, voilà ce qu'il faut faire, il faut aller faire une échocardiographie pour trancher et évaluer. Donc, quand il est positif, il faut compléter par une échocardio. Par contre, quand il est négatif, donc il rend le diagnostic d'insuffisance cardiaque peu probable, il faut envisager d'autres diagnostics. Parfois, ce dosage n'est pas disponible partout, il est un peu cher, donc on peut aller directement, des fois l'accès à la l'échocardiographie, il est plus facile et également elle permet de trancher, elle permet de confirmer donc la structure, les volumes cardiaques, l'atteinte cardiaque, la fonction VG surtout, pour donc évaluer cette atteinte cardiaque. Donc voilà l'algorithme que vous devez avoir en tête pour explorer un patient suspect d'insuffisance cardiaque. C'est bon, vous arrivez à suivre? Oui, professeur. Et les autres? J'entends pas leur réponse. Tout le monde arrive à suivre, s'il vous plaît? Oui, professeur. Très bien, d'accord. On progresse. Donc, d'après vous, quelles peuvent être l'étiologie du souffle holosystolique du pointe côté à 2/6? C'est-à-dire, on a parlé dans l'examen, un souffle holosystolique de 2/6 au foyer mitral. Donc, d'après vous, quelles sont parmi ces propositions la réponse exacte? J'attends votre réponse. Est-ce que c'est un souffle de rétrécissement aortique? Est-ce un souffle d'insuffisance aortique? Insuffisance mitrale organique ou fonctionnelle? Insuffisance tricuspide? Ou bien, donc, c'est un souffle en rapport avec un épanchement péricardique. Qu'est-ce que vous suggérez? Vous n'êtes pas obligé de répondre de façon correcte. On est là pour corriger, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez entendu un souffle, voilà, en jet de vapeur, holosystolique, de pointe, côté à 2/6. Un souffle holosystolique de pointe, ça veut dire quoi de pointe? S'il vous plaît. Rétrécissement aortique. De pointe, quand on dit de pointe, ça veut dire quoi? Souffle systolique de pointe. Ça veut dire entendu à la pointe du cœur. À la pointe du cœur, ça veut dire au foyer mitral. La pointe du cœur, en général, c'est le foyer mitral. Donc, c'est un souffle normalement d'origine mitrale. Un souffle d'origine aortique, il est entendu à la base. Donc, si on vous parle dans l'examen, un souffle entendu à la base, c'est-à-dire au niveau du deuxième espace intercostal droit ou gauche, là, c'est un souffle qui peut être aortique, soit rétrécissement, soit insuffisance aortique, ou bien d'origine pulmonaire, RP, rétrécissement pulmonaire. Et selon le temps entendu, donc s'il est systolique, donc il est en général éjectionnel, parce que la systole c'est l'éjection, donc il est aortique ou pulmonaire, éjectionnel. S'il est diastolique, donc c'est l'insuffisance aortique. Mais quand il est entendu à la pointe, ça veut dire il est mitral. Mitral, comme il est systolique, donc c'est un souffle d'insuffisance mitrale, parce que la systole, elle correspond à quoi? À l'éjection au niveau de l'aorte, et bien sûr du côté droit au niveau de l'artère pulmonaire, et entre-temps la fermeture des valves auriculoventriculaires. Donc B1, il correspond à la fermeture des valves et le début de la systole, l'éjection. Donc si on entend un souffle à ce moment-là, c'est-à-dire au moment que le VG éjecte dans l'aorte, également il y a un reflux vers logé à travers un orifice mitral incontinent. Donc ce qu'on entend à la pointe, un souffle systolique, c'est un souffle d'insuffisance mitrale. Il peut être fonctionnel, donc la réponse c'est quoi? Donc la réponse c'est C et D, c'est-à-dire insuffisance mitrale, soit organique, parce que l'atteinte organique elle est là, la valve mitrale elle est remaniée, elle ne se ferme pas bien, soit fonctionnelle, parce que toute cardiopathie qui dilate le ventricule gauche, elle peut faire écarter l'anneau
et c'est-à-dire que dilater la nez et faire écarter la valve, les deux valves mitrales, donc elles ne se coaptent pas bien. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance mitrale fonctionnelle. D'accord? Vous avez saisi? C'est bon, vous avez saisi? Oui, On madame. avance? Oui, madame. Oui, madame. Très Oui, professeur. Très bien. Donc, on continue avec notre cas clinique. Donc, quelle autre anomalie auscultatoire cardiaque, qui n'a pas été citée ici, qui est souvent entendue dans un tel contexte, un contexte d'insuffisance cardiaque? Donc, quelle est l'anomalie également auscultatoire qu'on n'a pas mentionnée dans l'énoncé et qui nous oriente également vers un tableau d'insuffisance cardiaque? J'ai décrit ça dans le rappel théorique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le galop, c'est 3. Voilà, le bruit de galop, très bien. Donc, le bruit de galop, c'est un signe en rapport avec une dilatation du ventricule gauche. Il correspond à un remplissage, donc on peut dire remplissage rapide dans un VG dilaté. Donc, normalement, le remplissage se fait de façon, on peut dire, non sonore. Le remplissage se fait de façon donc, normale. Mais quand le VG est dilaté, tellement dilaté, donc le remplissage va créer un son, un bruit, c'est ce qu'on appelle le B3, un bruit de galop, entendu en cas donc d'un remplissage dans un VG dilaté. Donc, c'est le bruit de galop. Très bien. Maintenant, voilà, on a fait un ECG chez notre patient. Donc, voilà, si vous regardez bien l'aspect ECG que vous avez devant vous, et dites-moi quelle est l'anomalie qui est décrite dans cette, qu'on peut décrire sur cette ECG. Vous avez terminé l'internat maintenant, vous préparez le test, c'est ça, ou là vous êtes toujours interne? S'il vous plaît, je donne une question. Est-ce que vous êtes toujours interne ou là vous avez terminé l'internat? On a terminé. Non, professeur, on a terminé. Vous avez terminé. Oui. Donc vous préparez le test. Donc normalement vous êtes passé par les urgences, soit cardio, soit médecine, et vous devez connaître quand même certaines anomalies ECG majeures. Si vous êtes passé à Duira, normalement on a fait des TD dans ce sens. Qu'est-ce que vous voyez à l'ECG? Le rythme, est-ce qu'il est sinusal? Est-ce qu'il n'est pas sinusal? Comment reconnaître un rythme sinusal? Allez, une réponse. Le complexe QRS précédé par l'onde de P. Donc, chaque complexe QRS est précédé par une onde P, et l'onde P doit être positive en D1, D2. Donc, si on a une onde P négative en D1, D2, donc c'est pas normal. Un rythme sinusal, on doit avoir une onde P positive en D1, D2. Voilà, donc le rythme il est sinusal et paraît régulier. Le QRS, comment il est le QRS ici? Comment vous paraît le QRS? Est-ce qu'il est fin? Est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il a un aspect particulier? Large. Il est large. Quand est-ce qu'on parle de QRS large? Pourquoi il est large? Pourquoi tu paraît large? Sur quelle base vous dites qu'il est large? Donc, pour dire qu'un QRS est large, il faut calculer le nombre de carreaux. Parce que la durée du QRS, est de n'importe quel intervalle, il est calculé en fonction du nombre de carreaux. Donc, un petit carreau, c'est 0,04. Un tout petit. Ici, c'est vrai, le CG n'est pas tout à fait clair comme un ECG qu'on voit en routine, parce qu'il est concentré, il est un peu, donc, on peut dire, pressé. Donc, mais le nombre de carreaux, vous avez un carreau, un deuxième carreau, un troisième carreau. Donc, il est à 0,12. Un QRS large, c'est un QRS qui, à partir de 0,12, il est décrit comme large. D'accord? Donc, il faut voir toutes les dérivations. Donc, ici, il fait jusqu'à la fin du troisième carreau, même un peu plus. Donc, il est à 0,12, 0,13, donc c'est un QRS large. Et vous avez cet aspect crocheté.
l'aspect crocheté. Donc, quand vous avez un QRS large, donc la première des choses à évoquer, c'est un bloc de branche. Bloc de branche gauche ou bloc de branche droit. Parce que le bloc de branche, c'est ce qu'il y a. Bloc de branche droit ou gauche. Après, si ce n'est pas le cas, donc ça peut être un demi-bloc antérieur ou postérieur. Donc, pour dire un bloc de branche droit ou gauche, il faut regarder les dérivations. Dérivation gauche, c'est D1 AVL et V5, V6. Est-ce que vous voyez la flèche de la souris? Est-ce que vous arrivez à suivre avec moi? Oui, oui, professeur. Très bien, voilà. Donc, les dérivations gauche, c'est V5, V6 et D1 AVL. Donc, quand le QRS il est crocheté, il est positif dans ces dérivations, donc on parle de bloc de branche gauche. D'accord? Et quand le bloc de branche il est gauche, et il s'accompagne également des ondes S profondes en V1, V2, les dérivations droites. D'accord? Donc là, c'est un bloc de branche gauche. Si c'était par contre un bloc de branche droit, donc on aurait vu le même aspect, mais dans les dérivations droites. Les dérivations droites, c'est V1, V2, voire même on peut aller jusqu'à V3. Donc, bloc de branche droit, on aurait le même aspect, aspect en M ou R crocheté dans les dérivations droites. Ici, on les voit dans les dérivations gauche, donc c'est un bloc de branche gauche. Donc, c'est un rythme sinusal, bloc de branche gauche, et la fréquence cardiaque, elle est aux alentours de 100, donc il y a une tachycardie sinusale. Voilà l'anomalie que vous devez répondre. Donc, c'était un rythme sinusal. Donc, A, la réponse est A, rythme sinusal. B, la fréquence cardiaque elle est à 100, 110, donc il y a une tachycardie sinusale. Et vous avez un aspect de bloc de branche gauche complet. Voilà, donc c'est ça les réponses que vous devez dire. Maintenant, parmi la prochaine question, parmi les propositions suivantes concernant l'interprétation de cette ECG, laquelle sont exactes? Quand on a un bloc, ça veut dire quand on a un bloc de branche gauche. Quelles sont les anomalies qui peuvent être donc accompagnées avec cet aspect? Donc ce tracé est est-ce qu'il est en faveur d'une hypercalémie? Est-ce qu'il est en faveur d'une hypocalémie? Est-ce qu'il est en rapport avec une séquelle d'infarctus antérieur? Est-ce qu'il est en rapport avec une ischémie myocardique évolutive? Et est-ce que toutes les réponses sont fausses? Donc aucune n'est juste. Donc qu'est-ce que vous suggérez devant cet aspect QRS? Est-ce que vous avez une réponse? Ischémie myocardique. Sur quelle base, mais ischémie myocardique? BBG récente. Donc, devant un BBG récent, c'est vrai, on peut évoquer une ischémie myocardique. Mais il faut savoir que pour évoquer une ischémie myocardique, il faut qu'il y ait un contexte de douleur thoracique. D'accord? Donc, toujours, vous pouvez avoir des anomalies ECG suggestifs de problèmes cardiaques coronariens, mais on n'a pas le droit de parler d'ischémie récente, sauf s'il y a un contexte de douleur thoracique. Ici, ce n'est pas le cas. En plus, BBG récent, on n'a pas de CG ancien. Donc, ça peut être un BBG quand même ancien et le patient ne s'est pas rendu compte parce qu'il n'a pas fait de tracé, n'a pas fait de CG auparavant. Donc, pour parler de BCG récent, donc, il faut avoir un comparatif. Donc, si le patient, par exemple, il a ramené ses ECG, il n'avait pas ce BBG et maintenant il fait un BBG, donc on peut suspecter également une ischémie parce qu'il y a un BBG récent, mais surtout dans un contexte de douleur thoracique. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, la réponse, c'est aucune des propositions n'est exacte. Donc, vous n'avez pas de contexte de douleur, un BBG sans contexte de douleur, donc je n'ai pas le droit d'évoquer un problème coronarien aigu. Également, on ne peut pas parler de séquelles d'infarctus antérieur, parce que c'est vrai, on a un aspect ici, QS, en V1, V2, donc, dans un autre contexte, ça peut évoquer un problème d'infarctus ancien. Mais devant un BBG, je vous ai dit, un BBG peut donner cet aspect de façon naturelle. Donc, également, on ne peut pas évoquer un incident coronarien sur ça. L'hypercalémie et l'hypocalémie ne modifient pas le QRS, ne donnent pas de BBG. Elles donnent des troubles de la repolarisation. Donc, l'hypercalémie donne des ondes T très amples, pointues, et l'hypocalémie donne par contre des ondes T larges et inversées, voire plates, avec bien sûr des degrés en fonction de l'évolution. Plus vous avancez dans les troubles ioniques, plus vous pouvez avoir d'autres anomalies plus majeures. Donc ici, aucune proposition n'est exacte. Maintenant, je vous donne une radiographie. Voilà la radiographie de votre patient. Concernant donc cette radio, quelles sont les propositions exactes? Est-ce qu'il y a une cardiomégalie? Est-ce qu'il y a une dilatation de l'aorte ascendante? Est-ce qu'il y a un épanchement pleural gauche? Est-ce qu'il y a des signes d'œdème pulmonaire interstitiel?
Est-ce qu'il y a des signes d'œdème pulmonaire alvéolaire? Est-ce qu'il y a une redistribution vasculaire vers les sommets? Donc, quelles sont les anomalies que vous voyez sur cet aspect de téléthorax? Moi, des signes d'œdème pulmonaire interstitiel avec redistribution vasculaire vers le sommet. Voilà, donc l'anomalie importante, c'est ça. Et surtout également la cardiomégalie. Ici, elle n'est pas très nette, mais si vous allez calculer l'indice cardiothoracique, donc il est aux alentours de 0,55. Quand même, il y a cardiomégalie. Pas très importante, mais elle y est. Très bien. Donc, il y a une cardiomégalie. Donc, il y a, ils ont dit signe d'œdème alvéolaire, mais ce n'est pas le cas parce que l'œdème alvéolaire, c'est vraiment l'aile en papillon. C'est un tableau plus grave. Ici, c'est vrai, les îles sont chargées, mais ce n'est pas l'œdème alvéolaire. Il n'y a pas des images floconneuses en rapport avec une œdème alvéolaire, ce n'est pas le cas. Il y a plus l'œdème interstitiel et la redistribution vers les sommets, donc de la vascularisation. Donc ici, c'est un tableau d'IVG, d'insuffisance ventriculaire gauche, et non pas un tableau d'OAP. Maintenant, donc, à ce stade de la prise en charge aux urgences, un patient qui se présente comme ça, quelles sont les mesures thérapeutiques à mettre en œuvre immédiatement? Vous avez un patient donc, qui a un tableau progressif, mais il arrive à être très dyspnéique, il désature, on a des 89 de saturation, il crépite au tiers inférieur, la tension elle est plus ou moins correcte, elle est à 11, donc qu'est-ce que vous préconisez chez votre patient? Vous avez fait des gardes. Donc vous avez reçu des OAP, des insuffisances ventriculaires gauche, des crépitants comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous devez faire pour ce genre de patient? C'est quoi la base du traitement d'une insuffisance cardiaque, d'une décompensation cardiaque? Allez, comment vous traitez votre patient? L'oxygénothérapie, je vais oublier. Donc, le patient désature à 89, bien sûr, oxygénothérapie. Oui. Il crépite. Il a des râles crépitants, ça veut dire quoi? C'est un poumon congestif. Furosémie. Comment voilà, on traite la congestion par la décongestion, par les diurétiques, voilà. Si c'était un tableau plus important, on peut aller même aux dérivés nitrés. Les dérivés nitrés, c'est des vasodilatateurs veineux qui diminuent donc le retour veineux vers le cœur et ça diminue également la congestion. La nicardipine en perfusion IV. C'est quoi la nicardipine? C'est quoi comme molécule? Est-ce que vous la connaissez? Un inhibiteur calcique. Voilà, l'inhibiteur calcique. Donc, il est utilisé quand, la nicardipine? C'est l'oxène, très bien, c'est l'oxène. Donc, il est utilisé quand est-ce que? Donc, il est utilisé en cas de pic hypertensif. Voilà, il est utilisé en cas de, par exemple, OAP avec pic hypertensif. Donc, on peut l'utiliser. Mais s'il n'y a pas de pic hypertensif, accompagnateur de tableau, donc on n'a pas besoin d'utiliser. Est-ce qu'on doit perfuser notre patient avec du soluté cristalloïde? Non, docteur. Est-ce qu'on doit le perfuser? Est-ce qu'on doit faire une perfusion chez notre patient? Non. Non, bien sûr, non. Il est déjà rempli. Il fait des signes de congestion, il a des œdèmes, il est crépi, ça veut dire que ses poumons sont congestifs, donc il ne faut pas remplir, surtout pas. Vous allez aggraver son cas. Est-ce qu'on a le droit de donner dobutamine chez ce patient? La dobutamine, c'est quoi la dobutamine? La dobutamine, c'est un tonique cardiaque, il est utilisé en cas de bisoprolol. C'est quoi le bisoprolol? C'est un bêta-bloquant. Le bisoprolol, c'est quoi comme molécule? C'est quelle classe? Un bêta-bloquant. Donc, c'est un bêta-bloquant. Est-ce qu'on peut le donner ici? Non.
Il est contre-indiqué en cas d'insuffisance cardiaque décompensée. Voilà, très bien. Donc, le bêta-bloquant, c'est vrai, il fait partie du traitement d'insuffisance cardiaque au long cours quand elle est chronique et stable, mais on ne doit pas le donner en cas de décompensation aiguë. Donc, il n'a pas sa place à la phase aiguë. Et le pérandopril, c'est quoi comme molécule, la pérandopril? IEC. C'est un diurétique. C'est un IEC. C'est un IEC. C'est un IEC, oui. Un IEC, c'est ce qu'on appelle le Coversil. Donc, il fait partie également du traitement de l'insuffisance cardiaque au long cours, mais ici à la phase aiguë, on peut le commencer comme on peut ne pas le commencer, parce qu'on peut le commencer, c'est pas méchant, mais vu que la tension, elle est limite, elle était à 11, si je me rappelle bien, donc autant ne pas le commencer dans les médias parce qu'on va donner des diurétiques, voire même des dérivés nitrés pour traiter la congestion, donc on peut faire baisser la tension, donc il ne faut pas donner plusieurs médicaments hypotenseurs, sinon on va tomber dans le bas débit. Donc, on peut le donner comme on peut ne pas le donner. On peut déférer sa prise jusqu'à stabilisation. Donc, voilà les réponses qu'il faut donner. Donc, l'oxygénothérapie, le furosemide en injection IV directe, dans plusieurs injections, et les dérivés nitrés en perfusion IV continue. Donc, ça, c'est pour traiter la congestion et l'insuffisance cardiaque en aiguë. Donc, nicardipine n'a pas sa place. On n'est pas en face d'une HTA. Vous ne devez pas donc remplir votre patient. Vous allez aggraver son cas. La dobutamine n'a pas sa place parce qu'il n'est pas en bas débit. Le bisoprolol, bêta-bloquant, donc, il est tonicardiaque, il est inotrope négatif, donc c'est un bêta-bloquant, il est inotrope, donc il peut aggraver les choses, donc sa place n'est pas dans la phase aiguë. Et l'IEC, comme je vous ai dit, donc ici, il ne faut pas le favoriser parce qu'on a une tension limite, autant ne pas aggraver les choses, on peut le donner en déféré. Très bien, donc vous faites un bilan biologique chez votre patient, voilà les résultats du bilan biologique. Regardez qu'est-ce qu'il y a comme anomalie importante qu'il faut corriger parce qu'elle peut être dangereuse à courte échéance. Regardez, donc vous avez le sodium, potassium, la glycémie en millimol, mais c'est vrai, elle n'est pas... Mais voilà, vous avez les valeurs donc normales pour comparer. L'urée, la créate, donc la bilirubine, azate-ala, troponine, des dimères, CRP, NT-proBNP, leucocytes, érythrocytes, hémoglobine, TP et les plaquettes. Voilà. Donc regardez rapidement quelles sont les anomalies et est-ce qu'on doit corriger quelques-unes en urgence ou non. Allez, rapidement. Il y a une hypocalémie déjà. Voilà, donc la première anomalie, c'est l'hypocalémie, elle est 3,2, la normale c'est de 3,5 à 5. Et il faut se rappeler qu'on va traiter notre patient avec des diurétiques. L'azilix, il est encore hypocalémiant. Donc si on peut tomber dans l'hypocalémie majeure, donc on peut créer des troubles du rythme graves. Donc l'hypocalémie, elle doit être corrigée. Les autres anomalies, donc vous avez une urée élevée. Urécréa. Voilà, urécréate, mais ça peut être donc aigu en rapport avec l'insuffisance cardiaque, parce que l'insuffisance cardiaque retentit sur les reins. Le bas débit, pas le bas débit, c'est l'insuffisance cardiaque, la mauvaise perfusion rénale peut être à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë, surtout dans un contexte précipité comme ça. Mais ça, on va le corriger après, parce que l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale aiguë, donc elle correspond à une défaut de perfusion rénale. Mais si on remplit notre patient, donc on peut décompenser sur le plan cardiaque. Donc c'est une insuffisance rénale à surveiller. On ne peut pas remplir dans ce cas, sauf avec prudence. Le bilan donc hépatique paraît normal, les troponines donc sont un peu élevées, mais on peut voir une petite élévation dans un contexte pareil. Les D-dimères donc ne sont pas élevés, la CRP un peu élevée, mais également ça peut accompagner l'état inflammatoire, peut accompagner donc la congestion, comme ça peut être en rapport avec une infection intercurrente qu'on doit après diagnostiquer. Vous avez le NT-proBNP qui est très élevé, il est à 8000 quelque chose alors que la norme est moins de 400. C'est quoi le NT-proBNP? Est-ce que vous avez une idée sur le NT-proBNP? C'est quoi ça? NT-proBNP. Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre parler de ce bilan? Est-ce que il suggère quoi ce NT-proBNP? Pour différencier l'insuffisance d'origine cardiaque de l'insuffisance d'origine pulmonaire. Voilà, donc sa valeur
discriminative dans un contexte d'insuffisance cardiaque aiguë, elle est très importante parce que le NT-proBNP devant une dyspnée aiguë qu'on n'arrive pas à étiqueter d'origine cardiaque ou pulmonaire, parfois le tableau est intriqué, donc elle est là pour orienter. Donc s'il est très élevé, c'est en faveur d'un problème cardiaque. Donc les NT-proBNP, c'est quoi? Donc c'est des hormones, normalement c'est des substances sécrétées par le myocarde souffrant. D'accord? Ils ont un rôle dans l'organisme, donc ils ont un rôle vasodilatateur, etc. Mais ils sont sécrétés surtout par l'OG, voire même par le VG, quand il est sous pression. C'est-à-dire il y a une pression davantage élevée d'un cœur défaillant. Donc, il est sécrété pour améliorer donc, certains paramètres hémodynamiques. Donc, quand ils sont très élevés, ça veut dire qu'il y a souffrance myocardique. Donc, c'est en faveur d'une atteinte cardiaque. Ce n'est pas atteinte cardiaque ischémique, mais plutôt type insuffisance cardiaque. D'accord? Donc, il peut s'élever même en cas d'ischémie, mais quand on le cherche, c'est dans le cas de l'insuffisance cardiaque et non pas dans le contexte de l'ischémie comme les troponines. Donc, les blancs sont également un petit peu élevés. L'hémoglobine, elle est un peu basse par rapport à la norme. Donc, tout ça, c'est des anomalies donc il faut corriger après, petit à petit. Mais l'anomalie qu'il faut corriger dans l'urgence, c'est surtout la calémie, parce qu'on doit donner des diurétiques qui peuvent encore aggraver les choses et on peut faire tomber le patient dans des troubles de rythme graves. Voilà. Maintenant, donc, votre patient a bénéficié d'une échographie transthoracique, donc ETT, ça veut dire échographie transthoracique, échocardiographie. Donc, après stabilisation, bien sûr. Et voilà les principales constatations. Donc, vous tombez sur un ventricule gauche à 65 mm de diamètre diastolique. Il est un peu dilaté parce que la norme supérieure, c'est 57, avec une fraction d'éjection VG à 38%. L'épaisseur de VG, elle est à 8. Il n'y a pas d'anomalie de la cinétique segmentaire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hypokinésie, il n'y a pas dyskinésie, il n'y a pas d'akinésie. Les pressions de remplissage du ventricule gauche sont élevées. On trouve une valve mitrale morphologiquement normale avec une IM grade 2 sur dilatation de l'anneau. Donc, c'est ce qu'on appelle une IM fonctionnelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. On trouve une dilatation du cavité droite avec élévation de la PAPS à 45 mm de mercure. Donc, la normale en général 30-35. Et on trouve un discret épanchement péricardique sans retentissement hémodynamique. Donc, les questions qui se sont posées. Quelles propositions concernant l'interprétation de cette ETT sont exactes? Est-ce qu'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche? Est-ce qu'il y a une dilatation du ventricule gauche? Est-ce qu'il y a une altération de la fonction VG? Est-ce qu'il y a une cicatrice d'infarctus? Est-ce qu'il y a une insuffisance mitrale organique ou fonctionnelle? Est-ce qu'il y a une hypertension pulmonaire? Est-ce qu'il y a un tableau de tamponade? Donc, comment vous allez répondre à cette question? Je vous ai donné quelques détails en interprétant cette ETT. Je vous ai aidé normalement. Il y a une hypertension artérielle pulmonaire. Oui, parce que la PAPS elle est à 45, oui, également. Altération de la fonction ventriculaire. Voilà, donc FE à 38%. La normale, c'est combien? La FE normale, elle est à combien? 60, je pense. Plus de 60, oui, très bien. Et il y a un VG qui est dilaté. Je vous ai dit tout à l'heure que 65 mm de diamètre diastolique. La normale, c'est pas plus de 57. Donc, il est plus dilaté. Voilà. Il n'y a pas d'HVG parce que l'hypercellulaire pariétale, elle n'est pas élevée. 8, elle est dans la norme. En général, c'est à partir de 10 et plus qu'on parle d'HVG. Donc, l'épanchement péricardique est de petite abondance. Ce n'est pas un tableau de tamponade. Il n'y a pas d'insuffisance mitrale organique puisque la valve mitrale, elle est normale. Il n'y a que la dilatation de l'anneau. Donc, c'est en rapport avec le VG qui est dilaté. Et il n'y a pas de cicatrice d'infarctus puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de trouble de la cinétique segmentaire de VG. Donc, le VG se contracte de façon homogène. C'est vrai, il est hypocontracté. Il y a une hypocontractilité globale. La fonction VG, elle est basse. Mais il n'y a pas de cicatrice segmentaire d'infarctus. Donc, les réponses, c'est B, C, F. B, donc dilatation VG, altération de la fonction VG et une hypertension pulmonaire. Pour rappel, donc toujours on fait rentrer un peu de théorie. Donc la fonction VG, la normale, c'est 60 et plus, mais à partir de 50% et plus, donc on parle de fonction VG préservée ou conservée. Même si vous avez un tableau d'insuffisance cardiaque, vous avez les signes, etc. Mais tant que la FE elle est supérieure ou égale à 50%, donc on peut parler d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est-à-dire insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Quand la FE elle est inférieure ou égale à 40%, on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Parce que la distinction elle est importante parce que la thérapeutique change en fonction de la catégorie.
Et quand vous avez entre les deux, c'est-à-dire entre 50 et 40, on parle de FEVG à insuffisance cardiaque, pardon, à fraction d'éjection légèrement réduite. Donc, elle est légèrement réduite. Elle est inférieure à 50%, mais elle n'est pas réduite parce que dans cette catégorie, les médicaments qu'il faut utiliser sont bien codifiés. Il faut respecter, il y a tout un algorithme thérapeutique qu'il faut respecter. Mais si la fonction VG elle est entre 41 et 49 ou bien plus de 50%, avec bien sûr des signes cliniques et des signes même échocardiographiques, donc on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection légèrement réduite ou conservée. Ici, le traitement, il est, on peut dire, en parenthèse, symptomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recommandation claire pour les molécules, etc. C'est pas comme dans ce cas. On va voir après qu'il y a une recommandation claire concernant le traitement, les dispositifs intracardiaques qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un algorithme particulier à respecter. Voilà le TT de votre patient. Par exemple, ici, donc, vous avez une image bidimensionnelle. Donc, d'un VG, regardez, il est très dilaté, 75. Ce n'est pas le cas de notre patient, mais c'est un cas réel. C'est une image d'un patient réel. La fonction VG, ici, elle a 30%. Et le VG, il est vraiment hypokinétique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en vidéo. Regardez ce VG, comment il est fait. Vous arrivez à voir la vidéo? Elle marche, la vidéo, chez vous? Voilà, donc c'est un VG, regardez, il est vraiment hypocontracté. C'est un VG qui ne se contracte pas du tout. Donc, c'est un VG, là, c'est un patient réel que j'ai en consultation. Donc, d'après les données cliniques, il faut revenir à l'énoncé, le CG, l'échocardiographie dont vous disposez, quelles sont les étiologies ou l'étiologie les plus probables de cette cardiomyopathie dilatée présentée par ce patient? Est-ce qu'elle est d'origine ischémique, est-elle d'origine valvulaire, rythmique, hypertensive, toxique ou primitive? Est-ce qu'on est en droit de parler d'une CMD primitive? Quelle est l'orientation présentée donc à l'énoncé qui peut vous suggérer l'étiologie sous-jacente? L'énoncé, qu'est-ce qu'il rapporte l'énoncé? On va revenir à l'énoncé pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, un homme de 70 ans. Donc, il est tabagique. Il consomme de l'alcool. Voilà. Grosso modo, voilà les données qu'il faut prendre en charge, prendre en considération pour parler. Donc, 70 ans, tabagique, consommation d'alcool. Voilà. Qu'est-ce que vous suggérez comme étiologie à ce patient? C'est une pathologie ischémique. Non. Sur quels critères? À l'ECG, il n'y avait pas de signe d'ischémie, même à l'écho-cœur. Donc, à l'écho-cœur, il n'y a pas de signe d'ischémie. On a dit qu'il y a une hypokinésie globale, les basses, mais il n'y a pas d'hypokinésie segmentaire. Le BBG, il est là, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est un patient de sexe masculin, il est âgé, il a des facteurs de risque, il est tabagique, donc on n'est pas de droit de l'éliminer. D'accord? Donc l'ischémie, elle peut s'accompagner, elle peut évoluer à bas bruit, sans symptômes, sans signe d'alarme. Le patient n'a jamais présenté de douleur, donc elle peut évoluer à bas bruit jusqu'à arriver au stade d'insuffisance cardiaque. Donc c'est une pathologie à ne pas écarter. Donc, pardon, une étiologie à ne pas écarter. Donc c'est vrai. Elle n'est pas au premier plan, elle n'est pas parlante, mais vu l'âge, le sexe, les facteurs de risque, c'est l'âge et le sexe et le tabagisme. Donc, c'est des facteurs, 1, 2, 3 facteurs de risque majeurs. Donc, c'est une cardiopathie, c'est une étiologie à évoquer. Valvulaire, c'est pas le cas. L'IM, on a dit que la valve mitrale est une IM fonctionnelle, la valve n'est pas altérée, n'est pas malade. Rythmique, ça peut se voir parce que le fait d'avoir un bloc de branche gauche, il peut lui-même créer la dysfonction VG. Donc, c'est une étiologie également à évoquer, mais en dernier, parce qu'il faut toujours éliminer quelque chose de plus grave, plus organique avant d'évoquer cette étiologie. Hypertensive, on n'a pas à l'évoquer, le patient n'a pas de chiffre tensionnel élevé, n'a jamais décrit d'HTA. Toxique, oui.
C'est un patient qui prend du vin depuis l'âge de 18 ans, donc la cardiopathie alcoolique, elle existe, d'accord? Donc il faut l'évoquer. Primitive également, on peut l'évoquer, mais après avoir éliminé les autres causes éventuellement curables, parce que primitive, les CMD primitives se voient plutôt chez les sujets jeunes, 30-40 ans, mais on peut se voir à un âge plus tardif, mais il faut éliminer tout ce qui est donc organique pour traiter. Donc, ischémique, c'est vrai, donc il n'y a pas de séquelles à l'ECG, mais il y a un BBG, mais pas d'anomalie, mais je vous ai dit, vu les facteurs de risque, donc on est au droit de l'évoquer. Pas en premier, mais quand même, on doit l'évoquer. Valvulaire, je vous ai dit, il n'y a pas de valvulopathie significative. Rythmique, le rythme est sinusal, mais le BBG lui-même est peut-être à l'origine de la cardiopathie. Hypertensif, surtout, il n'y a pas d'HVG, il n'y a pas d'ensemble d'HVG. Toxique, je vous ai dit que le patient il est éthylique également sur la FNS, le VGM, c'est-à-dire les globules rouges sont de grande taille, ça peut accompagner ce contexte. Et primitive, donc c'est une cardiopathie également à évoquer. Mais en dernier lieu, il faut toujours éliminer les autres éventuelles étiologies qu'on peut prendre en charge donc de façon étiologique. Donc, vous avez l'évolution de cette première poussée des choses cardiaques qui se fait de façon favorable. Vous avez traité votre patient, la fonction rénale et hépatique se normalise. Donc, il peut faire sa toilette, il peut s'habiller, il peut manger, il peut déambuler longuement dans les couloirs sans gêne fonctionnel. Donc, il y a une amélioration nette du statut fonctionnel. Donc, le bilan étiologique est complété par une coronarographie. Je vous ai dit donc l'origine ischémique n'est pas écartée. Il faut faire une coronarographie. Une IRM cardiaque également à la recherche d'une CMD primitive, donc elle a été faite, donc ce n'est pas le cas. Un bilan biologique spécifique qui s'avère normaux en dehors des stigmates de dysfonction VG. Vous avez donc que la dysfonction VG sans contexte particulier. Donc, le diagnostic à évoquer chez ce patient, donc c'est le plus probable, c'est éthylique, puisque vous n'avez pas d'autre étiologie évidente et vous avez un patient qui est buveur de plusieurs années, donc il faut évoquer cette étiologie. Maintenant, quelle est la mesure thérapeutique capitale pour le pronostic de cette affection? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est-à-dire, vous avez traité, le patient est sous traitement, mais quelle est la mesure thérapeutique capitale chez ce patient pour espérer une bonne évolution de sa cardiopathie? Le sévrage alcoolique. Voilà, le sévrage éthylique. Donc, il faut savoir que le traitement qu'on donne, c'est un traitement, on peut dire symptomatique entre parenthèses. L'étiologie, elle est là. Il faut qu'il sèvre, qu'il soit sévré de son alcool, en espérant qu'il n'est pas au stade de non-récupération. Parce que la CMD alcoolique, c'est vrai, elle est connue pour être régressive, le sévrage se fait à temps. Donc, c'est pour ça, c'est une mesure thérapeutique importante à faire. En espérant, toujours, quand on parle aux patients, il faut dire que la probabilité de revenir donc, à l'état initial est liée, mais si le patient n'a pas dépassé le stade d'irréversibilité. Voilà. Maintenant, la sortie était envisagée, le patient va bien vers un centre spécialisé afin d'optimiser progressivement le traitement des urgences cardiaques, débuter une réadaptation cardiovasculaire, parce que la réadaptation cardiovasculaire, elle fait partie du traitement des urgences cardiaques. C'est une recommandation classe 1A. Donc, le patient, il faut qu'il soit rééduqué à refaire ses activités, à reprendre ses activités normalement de façon progressive. Et bien sûr, on a assuré chez lui un sévrage alcoolique et tabagique. Maintenant, quelles sont les classes pharmacologiques qui doivent figurer sur l'ordonnance du traitement de votre patient? Voilà la liste des traitements, lesquels doivent figurer de façon sûre et importante sur l'ordonnance, et des traitements piliers qu'il ne faut pas omettre. Il ne faut pas que le patient ne soit pas sous traitement. Il faut qu'il soit sous anti-aldostérone. IEC, bêta-bloquant aussi. Voilà, donc les traitements piliers de l'insuffisance cardiaque, c'est IEC, bêta-bloquant, anti-aldostérone. Donc là, c'est les traitements piliers. Donc, autre chose, en fonction de la symptomatologie, digitalique, diurétique, type furosemide, statine, s'il y a une dyslipidémie, tout ça, c'est en fonction mais les traitements piliers de l'insuffisance, c'est IEC,
IEC ou ARA2, par exemple, si on donne un IEC, il ne tolère pas, il fait des signes d'intolérance, on peut passer à un ARA2. C'est le même mécanisme d'action. Un bêta-bloquant, donc il est sorti de la phase aiguë, donc il faut commencer chez lui les bêta-bloquants à dose progressive et l'anti-aldostérone également. Mais également, dans les dernières recommandations, il y a une nouvelle molécule, ce qu'on appelle un ISGLT2, les inhibiteurs de cotransporteur glucose. J'ai oublié, on les appelle SGLT2, donc actuellement ils ne sont pas encore disponibles chez nous, c'est un traitement donc outre-mer, mais il fait partie des traitements donc, de base, piliers de l'insuffisance cardiaque. Donc la réponse ici, là. Pardon? C'est le Valence, oui, très bien, c'est le Valence, oui. C'est le cotransporteur, donc glucose, j'ai oublié le nom. Inhibiteur SGLT2. J'ai oublié tellement on utilise seulement le nom commercial. D'accord? Donc, ça fait partie également du traitement de base d'insuffisance cardiaque. Ici, donc, c'est un cas clinique qui est un peu, donc, n'est pas très récent. Donc, on donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un anti-aldostérone et les bêta-bloquants. Donc, c'est le traitement de base. Mais je vous ai dit que cette molécule fait également actuellement des recommandations de traitement d'insuffisance cardiaque. Maintenant, vous revoyez le patient à 3 mois, puis à 6 mois. Donc, le sévrage éthylique est obtenu. La restriction hydrosodée semble respectée. Donc, il ne faut pas qu'il soit en défaillance hydrosodée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit déshydraté, mais il ne faut pas qu'il boive beaucoup. Donc, il y a une restriction à respecter, en général, 1,5 litre par jour per os jusqu'à 2 litres maximum. Le traitement médical associé donc un IEC, un anti-aldostérone, un bêta-bloquant et des diurétiques de Lens à dose optimale. Parce que les diurétiques de Lens, ils sont là pour juguler la congestion. Le patient n'a pas d'œdème, il faut les arrêter. Il reprend les œdèmes ou bien il reprend les VG, il faut les redonner. Donc c'est un traitement, on dit en accordéon. Il faut le donner en fonction de la symptomatologie. Et malgré cela, la gêne fonctionnelle se majore et la FEVG a diminué à 32%. Malgré il était plus ou moins stable au début, maintenant le traitement il est respecté. Et malgré cela, la gêne fonctionnelle se majore. Et la FEVG, donc 38%, maintenant elle est descendue à 32%. Le CG reste sinusal, le bloc de branche gauche il est large et s'est élargi encore. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire chez notre patient? Quelle mesure thérapeutique va être proposée au patient? Il a le traitement médical classique, il ne s'en sort pas, donc qu'est-ce qu'il faut rajouter comme traitement à ce patient? Voilà donc les options thérapeutiques qui sont proposées, laquelle vous donnez à votre patient. On fait la resynchronisation. La resynchronisation. Voilà. Donc, un pacemaker double chambre n'a pas sa place. Un défibrillateur resynchronisateur ventriculaire, c'est ça la réponse, oui. Il faut donner un traitement. Le patient répond aux critères de resynchronisation. On va voir c'est quoi ces critères. C'est pas un cœur artificiel d'emblée. On ne propose pas une transplantation cardiaque d'emblée. Il y a encore des mesures thérapeutiques. Cette injection intramucardique, c'est de la recherche, n'a pas encore fait ses preuves dans la réalité. Donc, le traitement, c'est la resynchronisation cardiaque. Est-ce que vous avez une idée sur la resynchronisation cardiaque? Est-ce que quelqu'un a vu un patient porteur d'un resynchronisateur? C'est quoi le principe de cette thérapie? Celui qui a répondu, il doit répondre maintenant. Resynchronisation cardiaque, c'est quoi? C'est quoi comme mécanisme d'action de cette thérapie? Pourquoi vous avez répondu comme ça? Celui qui a répondu, pourquoi? Sur quelle base vous avez répondu resynchronisation cardiaque? Il faut me dire. C'est la recommandation. C'est la recommandation. Après un traitement bien fait, il faut faire la resynchronisation cardiaque. Très bien. Donc, si on suit les recommandations, c'est comme tu viens de dire. Voilà, les recommandations actuelles. Justement, je reviens aux recommandations actuelles. Donc, IEC ou ARA2, c'est une autre molécule, c'est un inhibiteur de la néphrylysine. C'est également le même mécanisme d'action que les IEC, mais un peu mieux sur le plan efficacité. Bêta-bloquant et antagoniste le récepteur de l'aldostérone. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure comme traitement pilier. Et également, je vous ai dit l'inhibiteur de cotransporteur. Voilà, sodium glucose de type 2. On les appelle SGLT2. Donc, également, il figure comme
mesure thérapeutique donc de première intention. Bien sûr, il faut donner des doses ici progressives et augmenter rapidement jusqu'à la dose maximale tolérée. Il y a un dosage fixe pour ce médicament. Donc, vous avez les diurétiques ici pour pallier à la surcharge volumique. D'accord? Donc, c'est le traitement médical. Avec, bien sûr, le régime hyposodé et la restriction hydrique, donc 1,5 litre par jour. Donc, maintenant, comme il vient de dire votre collègue, donc, si le patient répond aux critères de resynchronisation, si le patient reste symptomatique malgré les traitements, donc on passe à la prochaine étape, c'est la resynchronisation. Les critères, c'est quoi? Qu'il soit en rythme sinusal avec un bloc de branche gauche large. Donc, le BBG, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut être lui-même à l'origine de la défaillance cardiaque. C'est pour ça, le BBG, quand il est large, ça veut dire quoi? Le VG, il est désynchronisé. Quand il y a bloc de branche gauche, ça veut dire quoi? L'électricité ne passe pas dans la branche gauche. Le cœur, il est dépolarisé via le VD, c'est-à-dire le VD il est dépolarisé en premier, puis l'électricité, c'est-à-dire la dépolarisation, va vers le côté gauche à travers de proche en proche. Donc, ça prend beaucoup de temps pour que le cœur arrive à se contracter de façon convenable. Le VD est déjà presque sorti de sa contraction pour que le VG commence à s'entracter. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le myocarde, le cœur, il est désynchronisé. Et quand on fait cette resynchronisation, c'est quoi? C'est un pacemaker triple chambre avec une sonde dans l'oreillette, une sonde dans le VD et une sonde qui stimule le VG à travers, on peut pas faire rentrer la sonde dans le VD directement, c'est pas parce que le versant artériel, c'est pas comme le versant veineux. Donc, à travers une veine périphérique, on stimule le ventricule gauche. Donc, on rentre à travers le sinus coronaire. Le sinus coronaire, c'est le retour veineux du cœur qui se fait dans l'OD. Donc, c'est l'abouchement. On rentre dans ce sinus coronaire et on cherche, je vais vous montrer le schéma après. On cherche donc une veine périphérique pour être sur la paroi latérale du VG. Hagda, quand le stimulateur fonctionne à la fois, il stimule l'OD bien sûr, ou bien même l'OD quand il y a un rythme sinusal, il le détecte. Puis, il va stimuler les deux ventricules en même temps, via la sonde VD et la sonde VG, pour resynchroniser ce cœur. Et des fois, ça donne de très bons résultats. C'est à 70% la réponse. C'est pas tout le monde qui peut répondre en fonction de beaucoup d'autres paramètres. Mais l'essentiel, 70% des patients répondent. Et il y a même des super répondeurs. Ceux il n'y a pas, par exemple, que ce patient, il n'a pas de cardiopathie sous-jacente, il n'est pas coronarien, le BBG, il est là. Donc, ça suggère que le BBG, il a une part de responsabilité dans cette dysfonction VG. Et ce patient peut répondre de façon très, très importante à cette thérapie. Il y a également d'autres propositions qu'on peut rajouter en fonction de la réponse, mais c'est pas le cas clinique qu'on a maintenant. Donc voilà, le pacemaker qu'on peut donc implanter, ça c'est un patient réel. Donc c'est un pacemaker avec 3 sorties, donc 3 sondes, une sonde dans l'OD, voilà. Celle-là c'est pour détecter l'activité sinusale. Quand il y a lié, c'est bon, on la détecte et on stimule les ventricules après un certain délai qui correspond au PR physiologique, ce qu'on appelle le délai AV stimulé. Et vous avez 2 sondes, une sonde dans le VD, la sonde dans le VD, d'accord? Elle est dans le VD, dans le septum, elle est dans le septum VD, et la sonde qui est dans le VG, d'accord? Pardon, c'est le contraire. Hein. Je pense c'est mal marqué. La sonde dans le VD, elle est là, elle est dans la pointe, et la sonde qui est dans le VG, on fait rentrer à travers un sinus coronaire pour essayer donc de tomber sur une veine et stimuler la paroi latérale du VG. Donc il y en a, c'est ce qu'on appelle le pacemaker triple chambre, avec 3 chambres, parce qu'on peut avoir un pacemaker simple, double chambre, au DVD, dans les cas de BAV, ça c'est autre chose. Mais le pacemaker triple chambre, c'est un pacemaker resynchronisateur pour stimuler V2 VG en même temps, et c'est ce qu'on appelle la thérapie de resynchronisation cardiaque. Comme je vous ai dit, il y a plein de patients qui ont répondu de façon spectaculaire à cette thérapie quand le BBG est là, et la pathologie cardiaque sous-jacente n'est pas très avancée. Donc, il n'y a pas un patient coronarien ou bien une fibrose importante, etc., pour qu'il puisse répondre de façon optimale. C'est bon? Donc, normalement, on a terminé le cas clinique. Est-ce que vous êtes imprégné bien de cette pathologie? S'il vous plaît? Pas de réponse? Vous m'entendez?
Oui, madame, ça va. On a compris beaucoup de choses. D'accord. Très bien. Donc, c'est l'insuffisance cardiaque. Je vais vous envoyer ce cas à travers le mail pour vous le revoir. Donc, l'insuffisance cardiaque chronique, c'est-à-dire, enfin, avec décompensation, elle commence par une décompensation. Parce que l'insuffisance cardiaque aiguë, il y a d'autres modifications. Mais l'insuffisance cardiaque chronique avec décompensation, c'est ça, c'est ce cas clinique. Donc, le traitement de base, le traitement en long cours, jusqu'à la thérapie de Roux-50. Donc, c'est ça ce que vous devez connaître sur cette pathologie en général. Bien sûr, il y a plein d'autres détails que vous devez encore connaître, mais grosso modo, un patient insuffisance cardiaque, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est comme ça qu'il faut le prendre en charge. D'accord? C'est bon? Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, bon courage et éventuellement une autre séance, on va voir en fonction du programme. Très bien. Oui, Merci, professeur. bien. Je vous en prie. Séance, on a compris beaucoup de choses. Très bien, très bien, très bien. Un bon contenu, bon courage. Je vous en prie.